Bonjour, donc cette vidéo a pour objectif de montrer la procédure à suivre pour pouvoir trouver l'expression de la capacité d'un condensateur plan. Ce condensateur est formé de deux armatures planes, notées A et B, de taille infinie. Ces armatures sont uniformément chargées. L'armature A apporte une charge Q positive et l'armature B une charge moins Q négative. Ces armatures sont espacées d'une distance petit d. Dans un premier temps, nous allons simplifier le problème en considérant qu'une seule armature, par exemple l'armature A chargée positivement. Nous allons essayer de déterminer les caractéristiques du champ créé en un point M situé à une distance petit l de cette armature. Pour cela, nous allons considérer que le champ est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Par conséquent, le champ pour une armature rechargée positivement va partir du point M et va être dirigé dans le sens opposé de l'armature. Par contre, si l'armature avait été chargée négativement, le champ aurait été dirigé vers l'armature. Pour trouver la direction du champ, nous allons utiliser la symétrie du système, soit deux éléments de surface ds situés sur l'armature au point A1 et au point A2 du plan chargé. Ces éléments de surface portent chacun une charge dq. Ces points sont choisis de telle sorte que A1O soit égal à A2O. Et de même que le point M soit équidistant des points A1 et A2. Nous pouvons tracer les vecteurs champ DE1 et DE2 générés par ces deux éléments de surface au point M. Le champ DE1 et le champ DE2 sont respectivement collinéaires aux directions A1M et A2M. Ils sont de normes identiques puisque si nous calculons la norme de DE1, nous obtenons que cette norme c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 dq qui est la charge portée par l'élément de surface centré aux alentours de A1, divisé par la distance qui sépare cette source située en A1 et le point M, donc c'est-à-dire A1M et V au carré. Or A1M est égal à A2M. Par conséquent, ici nous obtenons l'expression de la norme de DE2. Nous pouvons conclure que DE1 est égal à DE2. Par construction géométrique, nous pouvons déterminer la direction du vecteur résultant de la somme de DE1 et de DE2. Ce vecteur sera noté DE, et nous remarquons que ce vecteur est dirigé sur l'axe OM. Ceci est valable pour tout point AI, et nous pouvons conclure que le champ global est perpendiculaire au plan de charge. On peut émettre l'hypothèse que ce champ dépend bien sûr de la distance qui sépare le point M du plan, donc la distance petit l. Par contre, par symétrie, si nous considérons en fait un autre point situé sur un plan parallèle au plan de charge et distant d'une distance L, le champ au point M sera identique au champ porté par un point de ce plan. Ceci vient du fait que le plan de charge est de dimension infinie. On souhaite maintenant déterminer la norme du champ électrique créé en un point M par un plan uniformément chargé. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nécessite l'introduction d'une surface qu'on appelle la surface de Gauss. C'est une surface virtuelle qui n'existe pas, qui n'est pas matérialisée. Ici, nous allons prendre en fait un cylindre. Ce cylindre est représenté en vert. Il se décompose en deux surfaces de base, notées S1 et S2, et une surface latérale, notée S3. Les points M et M' situés sur les deux surfaces latérales sont équidistants du plan chargé. Le théorème de Gauss nécessite de calculer le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss. Ce flux est donné par l'intégrale double de E scalaire ds, sachant que E étant le champ
un tout point de la surface, et ds étant un vecteur de surface. Ce vecteur de surface est perpendiculaire à la surface, au point considéré, et il est toujours dirigé vers l'extérieur de la surface. Cette intégrale peut être décomposée en 3 contributions. La première qui représente le flux du champ à travers la surface de base S1. La deuxième correspond au flux du champ à travers la surface S2. Et la troisième au flux du champ à travers la surface latérale S3. Lorsque nous développons ce produit scalaire, nous allons devoir introduire le cosinus entre l'angle E et le vecteur de surface. Pour les surfaces de base, on remarque que l'angle entre E et le vecteur de surface est nul. En effet, ces deux vecteurs sont collinéaires. Par conséquent, nous introduisons un cosinus 0. Par contre, pour la surface latérale, cet angle est de 90 degrés, donc pi sur 2 radians. Or, cosinus de pi sur 2 est nul. En effet, ce terme est nul car le vecteur E est tangent à la surface latérale et par conséquent, ni il ne rentre, ni il ne sort dans cette surface. Donc le flux du champ E à travers cette surface est nul. Le module de E est constant sur toute la surface latérale S1 et sur toute la surface latérale S2. De plus, nous avons supposé dans un premier temps que ce module dépend uniquement de la distance qui sépare le point considéré du plan, c'est-à-dire la distance L. Or, comme ici, nous avons considéré que le point M et le point M' sont équidistants du plan de charge, nous pouvons conclure que l'amplitude du champ E dans cette intégrale est la même que l'amplitude du champ E dans cette intégrale. Comme le champ E est constant sur toutes les surfaces de base, on peut le sortir aussi de l'intégrale. Nous obtenons alors cette expression ici, E intégrale double sur toute la surface S1 de ds1 plus E intégrale double sur toute la surface S2 de ds2. Donc là, on va sommer tous les éléments de surface de la surface S1 et tous les éléments de surface de la surface S2. Ce qui va nous donner finalement les surfaces directement S1 et S2. Or, ces surfaces sont identiques. Elles sont égales à S1. Donc, par simplification, nous allons obtenir du 2 fois E S1. S1 étant la surface de base du cylindre. Ce flux, que nous venons de calculer, est égal à la somme des charges à l'intérieur du cylindre, de la surface de Gauss finalement, divisé par epsilon 0. Ces charges sont uniquement apportées par la projection de la surface de base sur le plan de charge. Donc, c'est uniquement apporté sur ce disque ici, et donc ces charges seront notées Q intérieur. Donc, le flux qui est égal à 2E fois S1, c'est aussi égal à ces charges, Q intérieur, sur la permittivité Q vide et epsilon 0. D'où E qui est égal à Q intérieur sur 2S1 epsilon 0. En définissant la densité surfacique de charge, sigma comme étant le rapport entre la charge Q intérieur divisée par la surface S1 qui l'apporte, on en déduit que E c'est égal directement à sigma sur 2 epsilon 0. On peut ensuite remplacer sigma par la charge totale portée par le plan, par l'armature, Q, divisé par la surface totale de l'armature, sur S. Et donc on obtient l'expression du champ électrique. Alors contrairement à ce au résultat auquel on pouvait s'attendre, on remarque que le champ est indépendant de la distance entre le point considéré et le plan de charge. Par conséquent, en tout point de l'espace, le champ sera
le même. Il aura la même direction et la même norme. Nous allons maintenant déterminer le champ qui règne entre les deux armatures. Pour cela, nous introduisons la deuxième armature, B de charge moins Q. Le champ créé par la première armature sera noté E+. Nous allons pouvoir le tracer. Ce champ, comme l'armature est chargée positivement, va dans la direction opposée de l'armature. Nous allons pouvoir aussi tracer le champ E- créé par l'armature B chargée négativement. Ce champ va donc vers l'armature. Maintenant, le champ total va tout simplement être la somme de E+ par E- dans chaque entre les armatures et à l'extérieur des armatures. Or, la norme de ces deux champs est constante dans tout l'espace. Donc, on en déduit, si on fait la somme de E+ par avec E-, que à l'extérieur des armatures, E+ se compense avec E-, et le champ est donc nul à l'extérieur des armatures. Par contre, à l'intérieur des armatures, les deux champs vont s'additionner et on obtient que le champ total, la résultante de E, sera égal à 2 fois le champ E- ou bien 2 fois le champ E+, puisque ce sont les mêmes, et donc ce sera égal à Q sur S epsilon 0. Et si on remplace Q sur S par la densité spatique de charge, ce sera égal à sigma sur epsilon 0. Donc en conclusion, le champ va de l'armature chargée positivement vers l'armature chargée négativement, et il est constant entre les armatures. Le champ E est l'image d'une différence de potentiel entre les armatures A et B. Cette différence de potentiel est donnée par moins l'intégrale de chemin entre A et B, E scalaire dl. dl étant un vecteur tangent au chemin qui relie les deux armatures. Ici, nous allons supposer finalement une ligne droite qui va directement de l'armature A vers l'armature B. On remarque que le vecteur E est collinaire au vecteur dl dans ce cas, et par conséquent, lorsqu'on va développer le produit scalaire, on va introduire finalement le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de 0. Le vecteur champ, nous avons montré que sa norme est constante entre les deux armatures, donc on va pouvoir le sortir d'intégrale, et l'intégrale entre A et B de dl, c'est directement la distance entre les armatures. Par conséquent, U sera égal à Q sur S, epsilon 0, fois la distance entre les armatures. La tension U entre les armatures est reliée à la charge stockée par le condensateur par l'intermédiaire de l'expression suivante, Q égale la capacité du condensateur fois la tension. Maintenant, si nous remplaçons U par son expression, nous pouvons déduire l'expression de la capacité du condensateur plan. Et donc cette expression, c'est tout simplement la surface du condensateur fois la permittivité du vide divisé par la distance qui sépare les deux armatures. Si un diélectrique autre que l'air ou le vide est placé entre les armatures, il faut tout simplement remplacer epsilon 0 par la fonction diélectrique du matériau.